Merci Cynthia. Bon alors bienvenue sur cette rencontre Maison Magenta avec des étoiles dans la mer. On a été sollicité par des étoiles dans la mer pour parler des soins de support. Voilà, ils avaient vraiment besoin qu'on axe sur ce sujet-là pour les aidants et pour les patients et savoir à quoi ça servait exactement les soins de support et ce que c'était. Donc on va en parler. Donc tout d'abord, on va faire un petit point et on va remettre au centre Maison Magenta parce que peut-être vous ne savez pas qui est Maison Magenta, ce qui est normal, hein. Donc Maison Magenta, c'est une communauté de thérapeutes et de professionnels de l'accompagnement du mieux-être qui se réunissent autour d'un même engagement pour proposer des interventions non médicamenteuses. Alors les interventions non médicamenteuses, c'est tout ce qui est sophrologie, acupuncture, kinésiologie, l'art-thérapie par exemple, ou même le sport adapté, ça peut être une intervention non médicamenteuse. Et ça sert à améliorer la qualité de vie donc, des personnes fragilisées ou dans le cadre d'un handicap ou aussi pour soutenir les aidants. Voilà, ce que Maison Magenta propose, c'est vraiment ça. C'est des interventions non médicamenteuses pour améliorer les qualités de vie de ces personnes-là. Donc, on construit des programmes personnalisés que l'on propose au sein de structures. Donc, ça peut être des cliniques, des EHPAD, mais aussi un soutien pour des associations comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Alors, les soins de support, ce sont tous les accompagnements qui viennent en complément des traitements médicaux classiques, on va dire, sur un parcours classique. Mais attention, ça ne remplacera jamais le traitement médical préconisé par les médecins. Ça vient vraiment en complément. Donc, ils vont avoir la possibilité d'agir sur tout un tas de symptômes qui sont le stress, la fatigue, les émotions, la blessure morale. Et donc, ces soins de support sont faits pour les personnes qui sont atteintes par la maladie, mais également pour les aidants. Excusez-moi, juste 2 petites secondes. Il faut bien que tout le monde coupe son micro parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro allumé et qui est en train de discuter juste pour que ça ne fasse pas trop de parasites. Merci. Donc, le cancer du cerveau, ça vient altérer un petit peu l'image qu'on a de soi, les fonctions motrices. Et donc, les soins de support vont venir pour soutenir la personne, pour un soutien qui est vraiment global. Et ça va venir aussi apporter un soutien émotionnel. Ça va venir redonner des repères. Et même parfois, on s'aperçoit que les soins de support vont créer des moments, on va dire, de bulles de bien-être qu'on ne pourrait pas s'imaginer en étant malade. Oui, voilà, c'est vrai que moi, en tant qu'aidante, j'étais déjà dans ce domaine de thérapie, donc personnellement, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et Cynthia, c'est pour ça qu'elle s'est tournée sur Maison Magenta. C'est durant son parcours, elle a connu les soins de support et ça l'a vraiment aidée dans son parcours. Donc chez Maison Magenta, voilà, il y a certaines approches thérapeutiques. Donc il y a des pratiques qui sont plus ou moins adaptées en fonction de ce qu'on veut venir rechercher. C'est pour ça que Maison Magenta est aussi là un peu pour aiguiller si jamais vous avez une question ou vous ne savez pas quelle thérapie choisir en fonction de ce que vous recherchez. Ça peut être intéressant d'en discuter aussi. Et donc, par exemple, il va y avoir des thérapies qui vont vraiment apaiser l'esprit, mieux gérer le stress, comme la sophrologie ou des massages relaxants, et d'autres qui vont plutôt avoir tendance à relâcher le corps, les tensions du corps. Ça peut se retrouver en réflexologie plantaire, par exemple, ou en kinésiologie. Voilà, en fonction de vraiment ce qu'on veut cibler, il y a quand même des thérapies qui sont bien spécifiques, malgré qu'elles travaillent sur tous les points, mais il y en a qui sont plutôt axées
sur les relâchements de l'esprit ou des tensions du corps, ou si c'est un soutien psychologique aussi, ou nutritionnel. Voilà, il y a vraiment des thérapies qui sont plus ou moins adaptées. Et donc, c'est bien d'en faire plusieurs d'ailleurs, parce que ça permet de travailler sur plusieurs points et d'avoir une approche plutôt globale. Par exemple, je crois que c'est Anne-Lise qui est ergothérapeute. Donc là, dans la motricité, elle va travailler des choses, mais des fois, de relâcher les tensions par du massage ou de la réflexologie plantaire, ça peut être aussi une solution, voilà, qui peut vraiment aussi aider. Donc, ne pas hésiter à poser la question. Et aujourd'hui, donc, c'est vraiment des thérapeutes chez Maison Magenta qu'on labellise, c'est-à-dire qu'on regarde qu'elles aient vraiment le diplôme, qu'elles aient un cursus de formation vraiment spécifique. Il y a Laure qui a une question. Non, c'est juste pour dire que je vais devoir couper. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, bien Oui, sûr, on enregistre Ouais, tout. parce que mon mari, c'est pas le top, donc je vous laisse. Ok, il n'y a pas de Merci, problème. désolée. Au revoir. Pas de problème. au revoir. Au revoir. Donc, je disais donc que les thérapeutes que l'on choisit chez Maison Magenta, ils ont vraiment une particularité, ils ont une sensibilité aussi à ce public fragile et un cursus de formation adapté et professionnel, évidemment. Donc voilà, donc ici aujourd'hui on fait une visio, c'est aussi pour un échange autour de ça, ne pas hésiter à poser des questions et qu'ils ne sont pas là pour vous convaincre de telle ou telle thérapie, mais vraiment pour vous partager leur expérience, leur façon de travailler, leurs approches qui est douce et bienveillance et avec respect bien sûr envers tout le monde. Voilà. Entre-temps, j'ai Christelle Pinsemel qui a fait son arrivée et qui est sophrologue chez Maison Magenta. Voilà, elle vient juste d'arriver. Tu peux Il y avait reprendre la main. Annelise qui a levé la main. Peut-être elle Oui, avait Annelise, une question. tu as une question? Oui, c'était pour savoir, par exemple, si aujourd'hui je suis je sais pas, à Lyon, à Montpellier, comment en fait ça s'organise concrètement? Oui, alors en fait, on travaille au national. On a des thérapeutes qui sont un peu partout, malgré qu'on en ait beaucoup quand même en Occitanie, puisqu'on vient de Toulouse, de la région toulousaine. Donc, on en a beaucoup sur le secteur de l'Occitanie, mais on en a quand même ailleurs. Et le but aussi, c'est d'en trouver, si vous êtes loin, par exemple à Poitiers, et que vous avez vraiment besoin de quelqu'un, nous, on va venir le rechercher, en fait. Nous, on vient et on va venir rechercher la personne qui vous manque. Mm. Si je peux rajouter, on peut également proposer des séances en visio aussi, qui marchent bien. Oui, Donc, voilà. on a toujours une On- solution, quoi. Oui, on vous présentera après la plateforme Maison Magenta à la fin de ce webinaire pour vous expliquer comment on fonctionne et comment on met en relation. Et ça, à distance, il n'y a aucun problème. Donc, on voulait vous présenter Marion Malabry, qui fait partie donc, de Maison Magenta. Elle est coach sportif en sport adapté. Elle est en séance ce soir, mais on voulait quand même partager son profil, puisqu'elle a quand même un gros bagage au niveau du sport adapté, puisque ça fait 6 ans qu'elle pratique ça. Et elle va même plus loin, puisque elle s'est formée en éducation thérapeutique du patient pour permettre à des personnes qui sont en maladie chronique de pouvoir les accompagner. Donc, elle intervient à domicile, elle intervient également à l'extérieur, autant pour les patients que pour les aidants, et elle peut même vous proposer des séances en visio. Donc, les bienfaits de ces interventions, ça va être la réduction du stress et l'amélioration du bien-être mental, l'amélioration de la condition physique et de la qualité de vie. Elle vient aussi en prévention et en réduction de la fatigue. Donc, les activités qu'elle propose sont toujours adaptées. Et elle vient vraiment travailler ce qu'il y a besoin puisqu'elle fait un bilan avant de démarrer une séance. Donc ensuite, on va passer la parole à Agnès,
qui est art thérapeute et qui va vous présenter sa spécialité. Bonsoir à tous. Donc, je vais mettre mon diapo. Ah, tu veux partager ta diapo, mais tu peux les Oui. mettre, je les ai mises toutes. Ah, d'accord, ok. Oui. Bon, Tu la alors. vois? Oui, 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 je la vois, oui, oui. Ok, Voilà. bon, c'est comme ça marche. Alors, j'accompagne en art-thérapie depuis 2 ans maintenant. La thérapie, c'est de la thérapie par le jeu et les arts. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour s'asseoir et parler et trouver les mots justes. Là, l'idée, c'est de faire parler le corps et d'atteindre justement l'inconscient, de court-circuiter tout ce qui est égo et mental et justement de laisser parler, de mettre en jeu le corps. Voilà, donc c'est une approche thérapeutique non verbale qui utilise la création artistique. Donc moi, dans ma caisse à outils, j'ai du dessin, du collage, de la peinture, du modelage, de l'écriture intuitive, ce qui marche bien. Voilà, quand je parle de modelage, il y a beaucoup de textures qui sont utilisées. Ça part de la cire, du sable, de la pâte à modeler, à l'argile. Donc, il y a vraiment à chaque fois une intention différente. Et c'est moi qui choisis à chaque fois le média. Je ne laisse pas une personne choisir pour qu'elle soit dans ses petits souliers et qu'elle soit à l'aise. Justement, l'idée, c'est de la mener à jouer et de la sortir de son confort, en fait, pour qu'elle s'amuse à faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Voilà. Donc, il n'y a aucune compétence artistique qui est demandée. Bien au contraire, quand je me retrouve avec des personnes qui ont déjà une pratique artistique derrière elles, souvent ça coince parce qu'elles veulent faire beau, parce qu'elles veulent associer des couleurs qui sont complémentaires. Et l'art-thérapie, c'est tout l'inverse. C'est vraiment lâcher prise, c'est laisser faire le corps comme ça vient, laisser le poignet, le bras, si c'est du dessin, faire ce qu'il a envie. Et s'il n'y a aucune logique, eh bien, tant mieux. Voilà, parce que voilà, le but, c'est vraiment de ne pas mentaliser. Voilà. Donc, dans un atelier, je dépose et puis je transforme. L'idée est capitale. À chaque atelier, la personne vient déposer quelque chose par le biais du jeu que je propose au départ. Je viens solliciter une émotion. Si je suis en groupe, le même jeu peut déclencher une émotion différente chez chacune et c'est OK, c'est comme ça, c'est celle qui vient, que ce soit culpabilité, honte, colère, joie, peu importe. Je propose à la personne de le déposer ou au groupe de le déposer à travers le média que j'ai choisi pour la séance. Ce qui ressort est donc désagréable en général, pas très, ça, en tout cas, ça n'évoque pas quelque chose d'agréable. Donc, vous remarquez que je ne dis pas que c'est laid, que c'est moche. Non, c'est désagréable, c'est pesant, c'est lourd. Voilà. Donc, l'idée, c'est de l'avoir posé à l'extérieur de soi. Donc, déjà, c'est énorme parce qu'on s'en extrait et ça fait du bien, ça soulage. Et ensuite, par une action consciente, j'invite la personne à modifier la création, quelle qu'elle soit, avec son imagination. Là, j'appelle à la créativité de la personne. Et du coup, cette modification va aboutir à un résultat, une transformation positive qui va donner une nouvelle intention à la personne, un nouvel élan qui va la porter. Elle va avoir quelque chose d'agréable. Et du coup, en fait, elle aura elle-même modifié ce qui était pesant avant. Et aujourd'hui, après, à la fin de la séance, ça la porte. Voilà. Il y a Annelise qui a une question. Oui. Je ne t'entends pas. Non, désolée, c'est une maladresse. Ah, d'accord. N'hésite pas hein, si tu as des questions. Ouais. Donc, les bienfaits de l'art-thérapie en général, c'est d'arriver à mieux gérer ses émotions. Donc, en général, l'idée, c'est de réguler et d'arriver à exprimer, de mettre des mots, de mettre des formes, de mettre quelque chose, en fait, de savoir ce qui est vraiment là pour comprendre, pour mieux se connaître et du coup, pour mieux gérer son quotidien derrière quand les situations ou les personnes se représentent.
L'idée de se libérer de son passé, parce que souvent, il y a des événements traumatisants dans votre passé qui se sont imprimés, qui ont créé une empreinte dans le corps. Et aujourd'hui, dans mon accompagnement, j'utilise beaucoup le décodage corporel. Et il y a été étudié que certaines maladies font référence à certains traumas, certaines émotions, précisément. J'en parlerai après. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de positiver, d'être plus ouvert et flexible, et notamment avec les tumeurs cérébrales, où on va le voir sur la diapo suivante. Voilà, une tumeur cérébrale, donc scientifiquement parlant, c'est une prolifération excessive de cellules anormales dans le cerveau. Des études ont montré que ça résulte d'un violent choc émotionnel qui a causé beaucoup de souffrance à la personne, que ce soit de peur, de frustration, de honte, de colère, peu importe, mais que la personne entretient aujourd'hui et qu'elle n'a pas laissé derrière elle. Voilà, ça c'est une vision qu'on peut avoir des maladies, et en l'occurrence des tumeurs cérébrales. Par exemple, un père qui a dévalorisé son enfant, et l'enfant qui a tout fait pour essayer d'être à la hauteur et de se démener pour trouver des solutions et être toujours meilleur cérébralement parlant. Voilà, ça peut être une des origines de tumeurs. Voilà. Et de manière générale, c'est un refus de voir la vie actuellement comme elle est aujourd'hui. Le passé est passé, mais du coup, la personne a un conflit mental et elle est marquée par une certaine rigidité, elle est figée en fait. Donc, moi, je l'inviterais à revenir sur toutes ces émotions refoulées dans le passé, qui n'ont pas été digérées. Voilà. Comme je dis, on ne peut pas contrôler les événements, effectivement, mais on peut contrôler comment on y réagit, ce qu'on en fait, comment on les dépasse. Voilà. L'art-thérapie, ça aide à la résilience. Ça fait réagir. On a 3 personnes qui lèvent la main pour toi, Agnès. D'accord. Qui veut prendre la parole en premier? Moi, je veux bien. Alors, moi, je réagis un peu par rapport à la définition que vient de donner Agnès. C'est une définition qui est plutôt, qui n'est pas trop médicale pour moi, donc un peu à nuancer quand même. Oui, on est d'accord. C'est juste, voilà. C'est court, oui, on est d'accord. Il y a d'autres questions? Oui, Oui, Isabelle? Oui. Vous êtes, vous l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes psychologue et avec cette spécialité sur l'expression artistique? Non, je suis art-thérapeute. Donc, art-thérapeute, ce n'est pas un psychologue, parce que ce que vous expliquez, ça m'évoque un croisement de… Oui, parce qu'il y a effectivement dans ma caisse à outils, j'ai plusieurs bagages. Après, je n'ai pas la formation de psychologue. Je ne peux pas prétendre au titre. Non. Effectivement, mais je m'inspire de l'analyse transactionnelle, de la psychologie analytique. Et oui, effectivement, il y a un peu de tout dans mon accompagnement. Oui. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon, je pense. Non. Ok, on peut passer à la suivante. Donc, les bienfaits de l'accompagnement en art-thérapie. Dans tous les cas, peu importe où sont la maladie, ça offre un espace de sécurité qui permet de déposer en toute tranquillité, en toute sérénité et de transformer. Vraiment d'avoir cette intention de, allez, je me donne un nouvel élan et je vais dépasser ça, c'est le dernier point, je vais apprivoiser ma maladie, parce que des fois, c'est souvent, au départ, l'annonce est violente et c'est vu comme un ennemi, mais l'idée est de vraiment le considérer comme quelque chose qui fait vraiment partie de moi, donc je l'apprivoise. J'en ferai pas mon ami, mais des fois, pour une dépression, on dira que si, on en fait une amie. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire la maladie sienne. Voilà, du coup, il y a besoin d'une reconnexion au corps et à soi. Avec tout ce qui est modelage, on peut arriver à approcher le corps et à se réapproprier son corps. L'essentiel, c'est la libération des émotions, effectivement.
les comprendre, savoir les nommer, et du coup les dépasser pour vivre mieux avec, parce qu'effectivement, on ne changera pas ce qui est passé, mais on arrivera davantage à le digérer. Voilà, la gestion de la douleur, ça marche énormément aussi. De déposer hors de soi, ça peut paraître abstrait, mais alors déposer hors de soi la maladie et lui donner corps, lui donner forme, lui donner une matière, lui donner des couleurs, ça permet vraiment, il y a vraiment la transformation qui est possible derrière avec tous les médias qu'il y a. Ça vraiment, ça apporte un apaisement, vraiment. Ouais. Voilà. Merci. Astuces et outils pour les patients et les aidants. Pour tout ce qui est stress, de manière générale, il existe des playlists de musique avec à tonalité majeure qui aident beaucoup quand on a du mal à démarrer du bon pied le matin. Ça peut aider à se passer des musiques, dont celle de Queen, par exemple. Voilà, marcher dans la nature fait énormément de bien. C'est très, très apaisant. On le redira jamais assez. Jardiner, mettre les mains dans la terre, manipuler les végétaux, ça fait énormément de bien. L'activité physique, oui, forcément, hein, parce qu'en plus, ça permet de chanter le mental qui est énormément présent quand la maladie se présente, pour tout ce qui est, que ce soit logistique et puis même le côté psychologique. Voilà, après, si le sommeil est atteint, il y a des tisanes qui sont assez favorables. Le fait d'écrire, alors ça, c'est quelque chose que je fais faire en atelier, mais ça peut être fait soi-même à la maison, voilà, quand on fait rien. On a besoin d'évacuer quelque chose tout seul. On peut faire soit en parlant face à une glace, soit en écrivant. Voilà, on se fait un petit carnet et on dépose. L'idée, c'est de déposer. De toute façon, c'est de mettre des mots, oui, mais ça peut être aussi du dessin. Mais d'extraire de soi, en fait. C'est ça l'idée. Voilà, la lavande de vrai, en olfactologie, ça apaise beaucoup aussi, ça détend. Ça aide à mieux dormir aussi. Le soir, si on met une goutte sur l'oreiller. Manger varié, parce qu'il y en a quand même un deuxième cerveau au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, qui n'est pas à négliger. Les fleurs de bac peuvent aider beaucoup aussi. La respiration, plusieurs fois dans la journée, c'est essentiel. L'idée, c'est à la fois de faire une pause, vraiment, physiquement, et en même temps de respirer et de détendre, du coup, notamment le nerf vague, qui peut parfois faire des siennes. En gémothérapie, il y a le figuier et le tilleul qui marchent bien contre l'anxiété. Et puis, faites-vous plaisir. Un maximum. Tous les petits plaisirs sont bons à prendre. On avait Estelle et Annelise qui ont levé la main. Oui. Alors, moi, j'avais une petite question parce que quand les personnes sont atteintes de tumeurs cérébrales, il y a, je ne veux pas dire très fréquemment, mais c'est quand même, ça peut être fréquent, des atteintes au niveau de la motricité, que ce soit les jambes ou les mains. Enfin, voilà, il peut y avoir une grosse diminution par rapport à ça. Est-ce que du coup, c'est compatible ou enfin, voilà, comment faire un peu quand les gens ont une petite diminution de ce côté-là? C'est complètement compatible, oui, parce que je vais adapter. On peut arriver avec de la musique pour faire résonner, par exemple, le corps. Parce que la voix est toujours présente. Les cordes vocales sont toujours utiles. On peut arriver à faire avec le toucher. Je peux solliciter avec des odeurs aussi. Et tout ça participe à l'accompagnement. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers possibles, même quand la mobilité est réduite. Merci. Avec plaisir. Il y a une autre question? Non, super. Bon, bien. Non, merci beaucoup Agnès. On va continuer. Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez plus l'écran. Alors, je vais arrêter Non. le partage et je vais le refaire. Je ne sais pas, ça a coupé. Ah non, c'est marqué Céline Antier présente, c'est pour ça.
Ça m'a enlevé la présentation. Parce qu'elle s'est déconnectée et reconnectée, me Ouais. semble. Mais c'est vrai que moi, je voulais dire aussi, c'est que chaque thérapeute a plusieurs bagages et souvent plusieurs formations associées à sa pratique. C'est pour ça qu'il y a aussi d'autres associations qu'on peut faire au niveau des émotions, surtout quand il y a des formations thérapeutiques. C'est vraiment, on n'a pas qu'un seul bagage. Souvent, c'est associé avec d'autres formations. Les thérapeutes sont très formés et souvent ont des doubles formations, quoi, pour aller plus loin dans leur pratique. Ça, c'est souvent le cas. Ça se retrouve beaucoup chez plus de la moitié des thérapeutes aujourd'hui. On te redonne la main, Agnès. D'accord. Donc, pour faire un petit atelier, du coup, de 5 minutes, c'est ça l'idée? Alors, On avait pensé. oui, on y va. Alors, du coup, on va faire ça en quelques minutes. Ça va être vraiment un aperçu parce que ça peut pas être représentatif de ce qui se passe en 1 heure d'habitude. Donc, si vous avez un stylo et un crayon, oui, c'est bien aussi. Ou un crayon et un papier. Je vous invite tous, que vous soyez aidants ou ayant une maladie, vous pouvez tous le faire. L'idée, c'est de représenter sur un papier de manière schématique. Hein. Voilà, on oublie le beau, on est d'accord. Vous représentez vous et le noyau de votre entourage, en fait. Voilà. Essayez de représenter à peu près le nombre de personnes. Et après, c'est à vous de les représenter, de les disposer comme vous voulez sur la feuille. Le noyau, ça veut dire L'entourage qui est le plus proche de vous au quotidien, voilà, le nombre de personnes en fait qui sont présentes pour vous. Voilà. Bon, je crois pas, je suis obligée d'écourter, mais voilà. De toute façon, l'idée est de faire un dessin schématique. Hein. C'est pas du Van Gogh. Et ensuite, donc, là, l'idée, c'est de représenter la place de la maladie par rapport à vous tous. Et du coup, la maladie, vous la représentez comme vous voulez. On n'écrit pas, surtout pas de mots, mais vous la représentez à un endroit sur la feuille. Elle a la taille que vous voulez, c'est vous qui décidez, la taille, la forme. Si vous remplissez, si c'est une forme fermée, si vous souhaitez la noircir ou pas, ou épaissir seulement les contours, voilà. Vous êtes libre de la représenter comme vous voulez. C'est bon pour tout le monde? Non. Oui. À ce moment-là, à cette étape-là, je vous demande si comment c'est pour vous quand vous regardez votre dessin. Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Est-ce qu'elle est à sa place? Est-ce que cette place-là est envahissante? Voilà. C'est ce moment où vous dites, bon, est-ce qu'il y a quelque chose à changer ou est-ce qu'en fait on gère bien et bon, c'est normal qu'elle soit là, elle a cette taille-là, mais ça nous va. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont un Moi,
Moi, je peux partager si vous voulez. Vas-y, Voilà. d'accord, Donc, les cercles, les petits cercles, c'est les représentants. Et le gros cercle, ben, c'est la maladie que j'ai dessinée. d'accord. Et là, je me suis dit tout de suite, ah ouais, elle prend toute cette place, en fait. Ça m'a rendu triste un peu. Oui, Voilà. très bien. Merci pour le partage. Voilà. Mais C'était du coup, mon expérience. je vais m'adresser à toi directement. Du coup, est-ce que tu voudrais le modifier? Ben oui, je sais qu'elle prend toute cette place, mais bon. Oui. Est-ce que tu peux trouver une idée créative pour qu'elle soit pas aussi présente? Ben, je vais essayer pendant que vous discutez. Voilà. Que quelqu'un d'autre veut partager sa représentation? Non? C'est OK. Si. Moi, je veux bien te montrer la mienne. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Moi, je me suis assise dessus. D'accord. Voilà. Et j'ai fait comme une petite boule. Enfin, tu vois, un truc condensé. Oui, Et je suis debout dessus, comme si je la piétinais, quoi, mais avec respect, bien sûr. Et je me suis rendu compte, toutes les personnes, mes ressources, voilà, qui m'entourent, bah, ça fait comme des pétales. Et après, j'ai prolongé, j'ai fait une fleur. oui. Voilà, OK. voilà. Du coup, c'est plutôt agréable pour toi ou désagréable? C'est vivable. C'est vivable. Voilà, non, je vis avec. Super. Bien. Ouais. Ouais. Donc, tu pas besoin tu ne ressens pas de besoin de le changer? Bah, tant que j'arrive à rester debout dessus, ouais. 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 Voilà. Ça fait partie de ma vie. D'accord. Merci Agnès. Et Christelle, quelqu'un d'autre veut partager? Oui, Carole. Alors moi, bien sûr, c'est bon, Eric est parti maintenant. Je ne sais pas si vous voyez le papier. Ah, je vois pas. Oui, on le À voit. peu près. Sauf qu'on voit pas la tumeur. On voit pas le. Voilà. Donc en fait, j'ai représenté. Là, c'est nous deux. On se tient la main et on est solidaires. Donc il y a des patates, on va dire, avec les collègues de travail, les amis avec une autre patate et la famille. Et puis la tumeur, on la voit pas là, bien sur le dessin, parce que c'est à l'envers, que je ne sais pas dessiner. Voilà, et la tumeur, elle est au coin. Bon, elle fait la tête, mais elle est au coin. On l'a mis au coin. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça qu'on l'a vécu avec notre entourage. Voilà. C'est OK, elle est là, mais elle est au coin et voilà, elle n'est pas au centre. D'accord. Mais elle est là. Elle a été là. Oui, elle est là. Oui, forcément. On ne peut pas la faire disparaître. C'est sûr. Et ça vous convient? C'est OK que ce soit C'est comme ça? comme ça qu'on l'a vécu. Oui. D'accord. Et lui, ça me convient. Ah, oui. Oui. D'accord. Très bien. Anne-Sophie, tu as trouvé une idée? Non, ben, je la dessine un peu ondulée, quoi. Je me dis, ça adapte, quoi. Il faut que le mouvement s'adapte. C'est comme une bulle, mais bon, des fois, elle est extensible. Il faut qu'elle change de forme. Oui. Voilà. Voilà. Et les personnes ne peuvent pas changer de forme? Ben, les personnes, elles bougent. Il faut qu'elles soient mobiles. C'est dans l'eau, quoi. Je me dis. Il faut qu'elles soient Je mobiles sais pas. dans l'eau. Ouais, tout est adaptable, quoi. Il faut que ça bouge. Tout est adaptable. Je me dis que c'est ouais, que la membrane, elle est pas. Elle est souple, quoi. Tu peux partir, revenir dedans, voilà. La membrane est souple. Repartir dehors. Voilà. Oui. Ouais, je sais pas. Je l'ai visualisé comme ça. Tu peux Je sais partir pas et pourquoi. revenir dedans. Ben, des fois, elle est là, et des fois, tu repars. Enfin, voilà, c'est la logique, hein. Surtout que D'accord. moi, c'est du moteur. Alors, bon, ben, quand elle est là, quoi, hein. Quand il faut porter ta fille de presque 20 kilos, elle est là, quoi, hein. Tu peux que la voir, hein. Bon. Bon, ben voilà, je me dis, ben, quand c'est là, tu la portes et voilà, et des fois, tu la mets de côté quand tout est OK, quoi. Quand il y a l'autonomie qui se met en place. D'accord. Et bon, ouais, je vis à l'intérieur de ça, mais en mouvement, quoi. Voilà, j'essaye de trouver des ajustements, on va dire.
Donc, tu vis à Voilà. l'intérieur de ça, oui, d'accord. Mais ça reste Ouais, souple, ben, en fait. elle fait Un partie jour, elle de ma peut vie, mais voilà. oui, Ouais, oui, ouais, d'accord. voilà. C'est en En tout cas, mouvement. merci. Ouais, c'est un mouvement, voilà, tout est un mouvement. Ok. Merci beaucoup. Avec- On va continuer maintenant. Merci Agnès, du coup, pour ce petit exercice. Ça peut faire réfléchir un peu. C'était marrant de voir qu'il y avait plusieurs représentations complètement différentes. Et du coup, maintenant, on va passer à Magali, qui est kinésiologue. Oui. Du coup, juste la petite information que je n'ai pas dit tout à l'heure, je suis localisée dans le Gers, donc département à côté de la zone toulousaine. J'ai suivi en fait un parcours de formation de plus de 600 heures. Voilà, donc c'est une reconversion, parce que j'étais dans les ressources humaines avant pendant des années. Voilà, donc j'avais besoin d'aller davantage sur le titre que j'avais précédemment, donc d'aller davantage sur l'humain et moins dans l'administratif et la paye. Alors peut-être que certaines d'entre vous ou certains ne connaissent pas la kinésiologie, donc c'était juste pour un peu, j'ai vu un oui. Donc déjà c'est pour vous refaire un petit peu la chronologie. Puisque c'est une pratique quand même qui est née, alors qui a évolué dans le temps, mais qui est née à partir des années 30, par le biais du docteur Chapman et du docteur Bennett, qui ont démontré en fait que la stimulation, le contact de certains points réflexes sur la peau pouvait avoir une incidence en fait sur des fonctions organiques associées. Ensuite, dans les années 60, puisque comme je vous ai dit, c'est une progression en fait, la kinésiologie appliquée naît par le biais là, du docteur Goodhart, qui est le nom est très bien associé du coup, qui lui trouve le lien entre le stress et le tonus musculaire en fait. C'est-à-dire que le tonus du muscle, s'il n'est pas stressé, il sera fort, il tiendra. Par contre, sous stress, il lâche voilà, immédiatement. Voilà pour sa partie à lui. Ensuite, dans les années 70, donc, un collègue se rajoute, c'est le docteur John T, qui lui met en poids en fait le santé par le toucher. Donc, c'est une approche en fait qui relie tout ce qui est médecine occidentale, entre guillemets, et médecine chinoise pour les regrouper ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser par ces protocoles-là les méridiens en fait du corps et voir ceux qui peuvent être en déséquilibre et venir leur apporter leur équilibre à l'état normal pour permettre au corps en fait d'être rééquilibré dans tous ces systèmes. Et ensuite, dans les années 80, d'autres techniques, donc deux de plus, sont venues compléter voilà, la kinésiologie. Donc, une qui vient relier en fait le corps au mental, donc c'est le Free One Concept. Et le brain gym, qui est une technique, alors c'est l'édukinésiologie aussi, il y a un autre titre, qui est associé sur tout ce qui est mouvement. C'est une technique qui est plus une approche pour les enfants, mais qui va aussi bien pour l'adulte, puisque ça peut être sur des problématiques de concentration, d'apprentissage, des troubles comme la dyslexie par exemple, ou des troubles de la coordination. Et la kinésiologie a mis du temps du coup à arriver en France, puisqu'elle est arrivée fin des années 80. Voilà, donc il a fallu 50 ans pour que ça arrive sur notre territoire, à peu près. Donc, pour aller plus concrètement sur le sujet, donc la kinésiologie est une approche holistique qui étudie le mouvement humain et son impact du coup sur la santé aussi bien physique, mentale qu'émotionnelle. Donc, les principes clés, ce sont le lien entre le corps et l'esprit. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le mental et le corps, parce que parfois, on peut avoir en fait des personnes qui sont tellement dans le mental qu'elles sont complètement déconnectées de leur corps et n'écoutent même pas les douleurs qui peuvent se manifester. Et au contraire, quelqu'un qui est beaucoup dans son corps ne sera pas du tout dans son mental. On utilise des techniques manuelles et donc le test musculaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est une approche qui avait
vraiment personnalisé pour chaque individu. C'est-à-dire que sur toute ma carrière à venir en tant que kinésiologue, je n'aurai pas une séance de kinésiologie identique et une personne qui peut faire plusieurs séances n'aura pas une séance identique sur tout son parcours. J'ai reprécisé, mais ça avait été dit par Anne-Sophie ou Cynthia tout à l'heure, voilà, qu'il est important de préciser que la kinésiologie ne remplace en aucun cas le médecin ou tout traitement médicamenteux. C'est vraiment un accompagnement voilà, complémentaire. Donc, il n'y a ni diagnostic ni prescription médicale. Juste pour vous expliquer un petit peu le déroulé d'une séance de kinésiologie. Donc, ça se cale sur le verbe aimer. Donc, le A, en fait, donc c'est l'anamnèse. Je vais juste aller sur la diapo suivante, du coup. Voilà. Donc, l'anamnèse, en fait, voilà, comment se déroule une séance. Donc, dans un premier temps, on va échanger avec la personne, donc de conscient à conscient, voir pourquoi la personne vient nous consulter aujourd'hui. Par rapport à cette thématique-là, la personne, du coup, va s'allonger sur une table. Elle reste habillée, juste les chaussures sont à enlever et montre s'il y a autour du poignet. Et en fait, donc, première partie, on était sur un échange de conscient à conscient. Et là, on va dialoguer, en fait, via le test musculaire. Donc, généralement, on utilise le poignet de la personne qui est allongé, en fait. Et on va faire ici un dialogue complémentaire avec le corps et avec l'inconscient. Et du coup, par rapport à la thématique qui a été abordée en début de séance, on va aller chercher des informations au niveau du corps et de l'inconscient par le test musculaire. Ça peut être aller chercher des émotions, donc des mots-clés qui vont ressortir. Ça peut être aller chercher, parce qu'on va chercher dans le temps, à un moment voilà, de vie de la personne, voilà, et qui est en lien avec ce qui a été évoqué en tout début, voilà, faire le lien entre ces deux périodes. Donc, on va mettre en fréquence et si vous voulez, en fait, on va aller chercher par rapport à la thématique le point de départ. Je prends souvent cette image d'un arbre, en fait. La thématique est abordée, c'est la partie qu'on voit. Et en fait, on part de cette partie qui est à vue et on va chercher au niveau des racines le point de départ sur cette racine-là. Une fois qu'on l'a déterminé, on vient rééquilibrer le corps. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on va passer par un méridien qui est en déséquilibre parce que, par exemple, le méridien estomac, voilà, il y a quelque chose qui reste à digérer et du coup, il y a un excès de colère ou toute autre émotion. On va venir enlever cet excès pour venir rééquilibrer ce méridien-là au niveau du corps. C'est un exemple comme un autre parce qu'il y a plein de protocoles voilà, qui peuvent être utilisés, mais c'était pour vous donner voilà, une petite piste. Et ensuite, une fois qu'on a rééquilibré le corps, on réévalue, voir où on en est par rapport à ce qui a été abordé en début de séance. Donc, généralement, en fait, il y a une phrase d'objectif de séance qui est établie en début et on vient retester cette phrase de séance à la fin. Donc, comme je vous disais, il y a ce fameux test musculaire. Donc, si j'ai une phrase d'objectif de séance, en début de séance, le poignet va lâcher en fait de la personne. En fin de séance, je vais retester cette phrase. Si la correction a été bonne et qu'il n'y a pas besoin de complément, la personne va répéter cette phrase et ça tiendra. Et ça, la personne ne le contrôle pas, c'est le dialogue qui se fait directement avec le corps. Par rapport à ce qu'on aborde aujourd'hui, voilà, j'ai juste voulu faire une petite diapo en fait sur les impacts aussi des tumeurs cérébrales sur les patients. Donc, symptômes physiques et symptômes émotionnels. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, voilà, parce que ça, c'est propre aussi à chacun, à son vécu et ses ressentis. Symptômes physiques, donc fatigue, troubles moteurs, avec problèmes de coordination, des douleurs physiques, maux de tête qui peuvent également se manifester, troubles de la vision, des convulsions, et voilà, ça peut aller jusqu'à la crise d'épilepsie, etc. Au niveau émotionnel, voilà, quand on apprend voilà, cette nouvelle et sur le long du parcours de l'anxiété, dépression peut se mettre en place, du stress,
et des changements de comportement parce que bien évidemment, face à cette nouvelle, voilà, comment se comporter, chacun le fait avec ses armes, j'ai envie de dire. C'est pas forcément, c'est pas quelque chose d'évident et de naturel en soi. Donc voilà, des changements de comportement peuvent se manifester. Au niveau des aidants, des défis en fait les attendent. Hein, donc la gestion du stress, pas que la leur non plus, puisque du coup ils se retrouvent avec d'autres, je dirais d'autres casquettes à gérer aussi, hein, qui s'ajoutent. C'est être aussi un soutien émotionnel, être disponible pour l'autre et son défi aussi, je dirais, c'est ne pas s'oublier aussi. Juste sur ce point-là, si on pouvait comparer un peu à une jeune maman qui a ses 2 enfants, qui donne corps et âme pour eux, et comme toute maman voilà, le ferait, on peut avoir des mamans qui s'oublient parce que la priorité, c'est les enfants et moi, ça sera après. Et sauf que si on s'oublie dans ce qu'on veut partager à l'autre, mais en fait, le 100% de nos capacités qu'on veut leur fournir, si nous, on n'est pas à 100% à l'intérieur de nous-mêmes, c'est compliqué de donner ça en retour à l'autre. D'où l'importance aussi de ne pas s'oublier voilà, dans ces parcours de vie plus classiques pour une maman voilà, avec ses enfants et dans des parcours voilà, plus lourds à gérer. Je vous ai marqué une petite citation, donc je n'ai pas de nom d'auteur. La relation entre le patient et l'aidant repose sur la confiance, la compassion et le respect mutuel, car c'est dans cette alliance que naît la véritable guérison. Et je trouvais que cette citation, moi, me parlait. Je ne sais pas pour vous, du coup, voilà, si elle fera un sens. Voilà, mais c'est une relation qui est importante, voire capitale, pour aller vers la guérison ou ne serait-ce que pour vivre avec voilà, ce parcours-là. Je vois qu'il y a des questions. Oui, Annelise, on voit que tu as levé la main. Je ne sais pas. Non, c'est pas le cas. Ok. Moi, j'avais juste un petit peu Estelle. à rebondir sur la citation et le fait de parler des aidants. Ce matin, je me suis entretenue longuement avec quelqu'un qui était malade, enfin qui est malade, et elle me disait, pour moi, les aidants, je les ai nommés différemment, ce sont des aimants. Je trouvais ça vraiment chouette parce que c'est vrai que souvent, les personnes qui sont autour, elles doivent aimer encore plus qu'avant. C'est très beau. On devrait effectivement changer ce nom-là parce que il y a tout son sens dans ce terme. Donc, pour voilà, voir un peu les bienfaits de la kinésiologie pour les patients, donc via le protocole qui ressortira en séance, donc une réduction du stress et de l'anxiété, une amélioration de la mobilité, de la coordination, un renforcement du sentiment de contrôle, d'autonomie et aussi de confiance en soi, parce que parfois, voilà, on ne se retrouve plus ou c'est un peu compliqué de reprendre un petit peu le personnage qu'on peut avoir avant la maladie. Soutien de la gestion de la douleur et de la fatigue également. Et au niveau des émotions, la gestion de... Voilà, j'en ai mis 3, mais voilà, on peut aller sur d'autres, la colère, la tristesse, la peur. Et ce sont des émotions qui peuvent être... elles sont listées de cette manière-là, mais elles peuvent voilà, s'entrecroiser aussi dans le parcours du patient. Concernant les aidants et donc les aimants, que je vais appeler maintenant, une diminution du stress aussi et de l'épuisement émotionnel, puisque la séance peut permettre à l'aimant du coup de venir aussi décharger un petit peu son sac
voire beaucoup pour certains, son sac émotionnel. C'est pas évident pour eux de se confier à celui qui est malade, puisqu'il a déjà son sac à lui aussi. Et du coup, c'est être cette tierce personne, ce tiers moment en fait, où on peut permettre d'exprimer voilà, les émotions voilà, qui sont gardées à l'intérieur de nous. Une amélioration de la communication et du lien émotionnel. Ça peut être aussi la transmission d'outils pour mieux accompagner le patient, puisqu'on a des protocoles, par exemple, de visualisation, des protocoles où on va se focaliser sur la respiration. Voilà, c'est des choses qui peuvent être apprises auprès de l'aimant et des choses du coup qui peuvent être faites après en binôme ou voilà, avec le noyau qui nous entoure tous ensemble. Et donc la gestion des émotions, voilà, colère, tristesse, peur et d'autres si elles sont à être gérées. Alors moi, je vous ai prévu un petit temps de lecture. C'est un livre, alors peut-être que vous connaissez, je ne sais pas, qui est un livre de témoignages. Non, Isabelle, je vois que vous ne connaissez pas. Donc c'est plus cérébral que nous, tumeur, la rage de vivre malgré la maladie. La lecture fait partie aussi des temps qu'on peut s'octroyer en duo ou en noyau. C'est des temps voilà, qu'on pose. C'est des temps qui peuvent être aussi en dehors du temps et qui peuvent pousser aussi à la réflexion, une autre réflexion, c'est-à-dire que le mental est focalisé du coup sur d'autres choses, sur d'autres mots. Et ce livre peut permettre aussi à certaines personnes, selon le parcours où elles en sont, si c'est au début, milieu ou après, voilà, de par la lecture, parce que parfois on n'a pas envie de parler aussi, hein, et ça c'est humain, de se retrouver peut-être dans un livre, dans une histoire, ou voir voilà, cette personne a tiré du positif voilà, par rapport à cette maladie, et pourquoi moi je ne pourrais pas en faire autant. Voilà. Donc il y avait un petit passage que j'avais envie de vous lire sur ce temps de lecture. Voilà, libre à chacun de vous laisser guider par ma voix, de fermer vos yeux, peut-être de sentir la vibration de chaque mot, comment vous les écoutez à l'intérieur de vous, d'apposer vos mains sur votre ventre, au niveau de votre poitrine pour sentir votre respiration. Voilà, ça c'est libre à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc là, c'est un témoignage de Charline. Donc, le titre de son passage à elle, c'est « Quand la vie me lance un défi, je dégaine mon arme secrète, mon sourire ». Été 2021, mon témoignage. Enchantée à toi qui liras ces quelques lignes. Je vais commencer par me présenter. Charline, jeune femme de 34 ans, qui croque la vie à pleines dents. Je ne sais pas ce qui t'amène à me lire aujourd'hui. Est-ce que parce que tu es toi-même concernée, ou bien l'un de tes proches? Cette question restera pour moi sans réponse, mais là n'est pas l'essentiel. Si mon témoignage peut, d'une quelconque manière, t'être utile et te permettre de sourire à nouveau à la vie, ce sera ma plus belle récompense. Parce que même si elle peut parfois se montrer injuste, la vie mérite d'être vécue pleinement. 17 février 2018, une rencontre prédestinée. Il y a un peu plus de 3 ans, je fais la rencontre d'un parfait inconnu. Au fil de la conversation, nous abordons un sujet auquel je n'ai jamais été confrontée. Il m'explique qu'il a une tumeur au cerveau et qu'il a subi une opération en chirurgie éveillée pour qu'on la lui retire. Je suis impressionnée et admirative de la bonne humeur qui l'anime et de la légèreté avec laquelle il m'explique tout ça. Comment peut-on affronter avec autant de force une épreuve pareille? Comment réussir à positiver encore? À cet instant, ces questions restent sans réponse. Tumeur et cerveau, ces mots, lorsqu'ils sont associés, semblent si effrayants. 1 an et demi plus tard, j'ai compris pourquoi la vie avait placé ce parfait inconnu sur mon chemin.
que je garde ce sourire qui me caractérise tant dans le combat que j'allais avoir à mener. Son histoire a été déterminante dans la manière dont j'ai à mon tour dû gérer ces mots. Tumeur cérébrale. Il était un parfait inconnu. Il est devenu mon parfait exemple. Voilà pour ce petit extrait de ce livre. Et pour conclure, je vais vous laisser vous inspirer par ces mots. Donc, ce sont des mots de Nelson Mandela. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Excusez-moi, j'ai cafouillé, mais voilà, vous l'avez sous les yeux. Merci Magali. Merci à vous. Merci beaucoup Magali pour ta présentation. Voilà. On va passer à Christelle qui va présenter, peut-être je me suis trompée dans la diapo, qui est sophrologue et qui va faire un petit point sur les ateliers de répit qu'elle peut proposer. Ah oui, je suis sophrologue, voilà. Ouais, oh, pardon, je la referai. C'est pas grave, t'inquiète pas, merci en tout cas d'avoir préparé. Oui, donc je suis sophrologue depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et bon, je ne veux pas vous réexpliquer tout ce que c'est que la sophrologie. C'est très facile à trouver sur Internet. Moi, juste pour vous faire une grande différence, je travaille beaucoup avec des psychologues en complémentarité. La psychologue c'est des femmes, désolée. Non, j'ai eu un homme, pardon. J'ai eu un collègue masculin. Les psychologues avec lesquels j'ai pu avoir des patients en commun, eux, ils s'occupent du pourquoi ils ne vont pas bien. Pourquoi ils réagissent de telle manière. Voilà. Moi, ça m'est vraiment égal. Moi, c'est comment. Comment ils font pour réagir peut-être autrement à ce qui leur arrive. Voilà. Et notamment quand ce sont des personnes qui subissent une maladie chronique, la leur ou celle de quelqu'un de leur entourage proche. Voilà. On suit également des soignants, c'est-à-dire des personnes qui travaillent à l'hôpital et qui, dans leur vie privée, ramènent tout ce qu'elles vivent dans leur lieu professionnel. Voilà. Donc, voilà, une partie de mon travail, c'est ça. J'anime des ateliers pour les travailleurs sociaux. Je suis en région toulousaine depuis le Covid et on est resté finalement en visio. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui s'occupent d'autres personnes, les travailleurs sociaux, que ce soit des éducateurs, des assistantes sociales. Voilà. Ils ont beaucoup de choses à gérer et personne ne s'occupe d'eux. Donc, voilà, on essaye de leur travailler leur distance, leurs émotions, les accepter. Parce que même s'ils ne les montrent pas, ils en ont énormément. Celles qu'ils doivent gérer d'eux et celles qu'ils ont à gérer des personnes qui viennent les consulter. Voilà, donc j'ai ces ateliers-là et je travaille également avec un centre pour des neuroatypiques, des enfants, des adolescents, beaucoup d'ados, neuroatypiques et dont les parents vont pas forcément très bien non plus. Hein. C'est pas facile d'élever, d'avoir à la maison ou d'avoir en institut. Pour certains, ils sont pas tous les jours à la maison. Des ados, des enfants qui portent un handicap, en tout cas cognitif. Donc ces ateliers de répit, eh bien, alors là par contre, ceux-là, je les fais en présentiel, sauf si certains parfois me demandent de les faire en distanciel, c'est-à-dire on se branche parce qu'ils ont encore beaucoup de culpabilité à se dire « Ah non, je vais quand même pas prendre 1 heure du temps que je pourrais consacrer à aider mon enfant, mon ado qui va pas bien. Ah non, je peux pas. Non, c'est trop. » Donc, la visio, on a trouvé que c'était un moyen de limiter le temps, parce qu'il n'y a pas le transport, finalement. Ils restent à la maison, ou parfois certains sont dans l'institut, tout près de leur enfant. Ils gagnent du temps, entre guillemets, en tout cas, leur culpabilité est un petit peu préservée. Voilà. La sophrologie avec les aidants ou les soignants que j'accompagne, elle leur permet d'avoir vraiment un temps à eux
pour recharger leur batterie. Et que c'est un petit peu poser ce qu'ils n'oseraient jamais dire à leur enfant, à leur ado, à leur conjoint, en disant « j'en peux plus, j'en ai marre, je veux une autre vie, je ne veux pas vivre ça ». C'est très, 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 très difficile à accepter, encore plus à dire. Et là, dans ces ateliers, eh bien, ils ont cet espace de liberté, quoi, de dire oh, « j'en peux plus, j'en ai marre, j'en veux plus ». C'est pas la vie que je voulais. Et ils n'ont pas de culpabilité, ils n'ont pas de honte. Ou en tout cas, pas au début, si. Hein. Mais ils arrivent à vivre avec. Et le fait de dire, mais de dire sa colère, de dire non, c'est pas juste. C'est pas juste ce qui m'arrive, ce qui arrive à la personne qui est proche de moi, c'est pas juste. Le vivre, l'accepter, et puis ensuite le gérer. Parce que dans l'accompagnement qui ne se fait pas en une fois, hein, la sophrologie, c'est de l'entraînement, beaucoup, beaucoup de répétitions, pour arriver parfois à gérer des situations extrêmement complexes, notamment par rapport aux examens médicaux. Parce qu'on ne le dit jamais assez, mais les examens médicaux, même s'ils ne sont pas douloureux, hein, y en a qui sont douloureux, donc là, l'équipe médicale fait tout ce qu'il faut pour, ce qu'elle peut en tout cas, pour gérer la douleur, mais il y a la peur, le mental, et ça, voilà, c'est pas forcément pris en compte dans le milieu médical parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, le temps, c'est pas forcément pratique pour eux non plus. Hein. Même les soignants eux-mêmes, hein, quand ils ont à faire des actes médicaux qui sont dérangeants, répétitifs, pas forcément douloureux, hein, je vous dis, c'est vraiment mentalement des actes parfois intimes même. Eh bien, eux-mêmes, ils sont en difficulté. Techniquement, ils font le truc, hein, ils gèrent, mais dans leurs émotions. Donc, on a tout un travail là-dessus pour, sur le moment T, qu'est-ce que je fais à moi-même pour que ce moment d'acte médical, si c'est moi, c'est sur moi qu'on le fait, comment je l'accepte, comment je le vis, et finalement, je vais aider mon soignant à faire son acte technique, ou si je suis le soignant ou l'accompagnant, l'aimant, comme vous avez dit tout à l'heure, l'aimant qui est là à côté, qui ne sait pas trop quoi faire d'ailleurs, hein, il est là, mais il ne sait pas quoi dire, quoi faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire plein de choses. Voilà. Donc en sophrologie, on travaille vraiment la préparation, ce qu'on appelle la préparation mentale, hein, mais c'est rien de mental par contre, c'est dans le corps. On travaille avec la respiration, qui est vraiment l'acte physique, physiologique sur lequel on peut agir, et l'un des rares. Voilà. Donc, on travaille la respiration quand tout va à peu près bien, voilà, pour que le jour J, quand on en a besoin, ben, on sache quoi faire. Voilà. Et ça, c'est des outils qu'on travaille, qu'on répète, qu'on re-répète, et que j'adapte effectivement aux personnes qui sont là, puisque on n'a pas tous la même perception du monde qui nous entoure. Moi, je travaille en état de conscience, jamais dans l'inconscient, mais en état de conscience modifié. Pour vous donner une image, parce que je pense qu'on est un peu dans le visuel, hein, une image, la conscience modifiée, c'est quand vous oubliez le temps, quand vous êtes absorbé par quelque chose en général, qui vous fait plaisir, en tout cas qui vous accapare, et que d'un seul coup, vous dites « Ah, ça y est, je n'avais pas vu le temps passer. Ah, on est arrivé là, si vous étiez en voiture, par exemple. Ah, on est déjà là. » Là, vous étiez en état de conscience modifié. Souvent, on ne le fait pas exprès. Hein, ça nous arrive de temps en temps. En sophrologie, on fait exprès de se mettre dans cet état de conscience modifié pour mettre notre mental en repos, donc en répit. Voilà. Donc, on travaille sur des gestes aussi, en fonction de ce que les personnes sont capables de faire, et sur des visualisations aussi, si elles sont capables, si ça leur est agréable de visualiser. Voilà. Sinon, il y a plein d'autres choses. Voilà. Voilà globalement, voilà comment je travaille en région toulousaine. Mais c'est vrai que les visios, j'en ai eu avec des personnes qui sont à l'autre bout de la France. Et puis, moi, c'est chouette aussi, mais j'aime beaucoup quand même
à interagir comme on dit, en présentiel. Depuis 2020, on parle de présentiel. Voilà. Donc, soit vous avez des questions, soit je peux vous proposer un petit exercice. Voilà. Même, il y a Laure qui va le proposer en suivant, parce que Laure aussi, elle a sa casquette de sophro, Ouais. et elle intervient juste après toi, et on a prévu de faire un petit exercice. Merci beaucoup, Christelle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à ce sujet. Non, je ne vois pas en tout cas. Ok, super. Bon, ben Laure, voilà. Et c'est super de passer après Christelle, puisqu'elle vous a posé un petit peu de théorie sur ce qu'est la sophro. Du coup, moi, je vais parler un petit peu de mon parcours et pourquoi j'en suis arrivée là. Donc moi, c'est en lien avec la maladie. Je vous l'ai dit à la présentation en 2017, je me suis retrouvée hospitalisée dans le département des maladies rares et on m'avait dit, bonjour madame, vous avez un lupus, eh bien, il faudra vivre avec et si vous vivez longtemps, vous avez de la chance. Bon. Partant de ce petit constat, je me suis intéressée évidemment à toutes ces pratiques, que ce soit on nomme soins complémentaires. Donc évidemment, chaque thérapeute, chaque pratique va amener des choses différentes. Donc j'aime bien le dire aussi en séance, quand vous essayez, je ne sais pas moi, la kinésiologie, la réflexologie, la sophrologie, ce sont des méthodes, mais il y a une grande part, c'est le feeling avec le thérapeute. Ne vous fermez pas à une méthode s'il n'y a pas eu le feeling avec le thérapeute. J'ai parfois des gens qui me disent non, mais moi j'ai fait de la sophro, ça s'est pas bien passé, c'est pas pour moi. C'est peut-être que voilà, avec en tout cas l'accompagnant, c'était peut-être pas celui qu'il vous fallait. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à tester aussi toutes ces pratiques et vous verrez ce qui vous parle. Donc là, ça fait 4 ans que je suis installée maintenant. J'accompagne des publics, que je dis plus sensibles, mais c'est ma sensibilité qui m'a attirée vers ces publics-là. Donc les adolescents aujourd'hui qui vivent des choses difficiles et qui émotionnellement n'ont plus de capacité de projection et d'espoir que nous, on pouvait avoir. Voilà. Et les seniors, et aussi toutes les personnes atteintes de maladies chroniques auto-immunes comme la mienne, de handicap, ou des personnes voilà, dans des situations de grande vulnérabilité. Je travaille aussi avec des associations qui luttent contre toute forme de violence, ce genre de choses. Donc la sophrologie, en fait, vient s'inscrire évidemment dans tous ces parcours de soins, de guérison, quels qu'ils soient. Et ce que ça m'a apporté concrètement la sophrologie, parce que c'est vrai que quand on ne le pratique pas, c'est pas palpable, alors on a du mal à conscientiser un petit peu ce que ça peut faire. En tout cas, moi, je vous partage mon témoignage. Ça m'a permis d'accepter mon diagnostic, même si c'est toujours un travail que je fais encore, hein, évidemment. Mais je ne suis plus dans ce côté colère, injustice. Maintenant, j'ai appris, c'est ma coloc, je vis avec. Quand elle prend trop de place, je m'adapte. Et aujourd'hui, j'ai décidé voilà, d'en faire une force et de pouvoir partager la sophro avec d'autres personnes qui sont dans des parcours de soins, aussi bien les patients que les aidants, parce que je mesure aussi ce que les aidants peuvent vivre. Donc, c'est très important de prendre soin des aidants, des aimants. C'est un joli nom. Donc, ça m'a permis aussi de compléter mon parcours médical. J'ai eu à mon niveau une chimio, j'ai eu des traitements et j'ai encore des traitements plus ou moins lourds, que ce soit pour le corps et le moral. Voilà. Ça m'a appris à mieux gérer mon stress. On le sait, toutes ces maladies auto-immunes sont favorisées par des pics de stress, de fatigue, de choc émotionnel, tout ça. Donc, pour éviter que, parce que je ne vais pas changer le déroulement de la vie, hein, mais quand il y aura de nouveau ces grands moments de stress, ces grands moments de douleur, en tout cas que j'en diminue l'intensité et la fréquence. Voilà. Retrouver de la sérénité, de l'autonomie au quotidien. C'est ce que j'adore dans cette méthode qu'est la sophrologie. Ça vous aide à redevenir autonome face à la gestion de vos émotions, face à la gestion de la douleur, face à la gestion de la fatigue. En fait, avec la sophrologie, il n'y a pas de dépendance thérapeutique. Moi, j'accompagne les gens pendant le nombre de séances qu'il faut, que ce soit en visio ou au cabinet.
en collectif comme en individuel. Mais en tout cas, je donne tous les audios des séances, toutes les fiches de technique pour que les personnes puissent les refaire à la maison. Parce que, comme l'a dit Christelle, à la sophrologie, pour que ce soit durable et que les bienfaits puissent être mesurés efficacement, il y a besoin de répétition et d'engagement. Là où on est un petit peu dans une société où on attend, mais c'est notre société occidentale qui est comme ça, la pilule magique qui va guérir tous nos problèmes, la sophrologie nous met devant nos responsabilités et nous dit, bon, ok, si j'ai envie que ma vie change, il faut que je change. Donc, j'intègre de nouvelles routines qui me font du bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur la sophrologie, c'est que c'était adaptable à tous les publics. Les personnes qui ne bougent pas, donc tout ce qui est mobilité réduite. J'interviens aussi beaucoup dans les EHPAD. J'ai des personnes qui ne communiquent pas non plus. Voilà, donc c'est une méthode qui reste accessible. C'est une méthode qui est verbale, non tactile. Voilà, pour les personnes aussi en parcours de soins qui ne supportent pas le toucher, parce qu'il y en a. Et moi, je vous avoue, ça c'est euh, un petit truc perso, mais pourquoi j'ai opté pour la sophrologie? Parce que justement, c'était une méthode qui me permettait dans le cadre de ma reconversion, d'utiliser ma voix. Et mon lupus, moi, il y a des grosses atteintes articulaires. Donc, j'avais très, très peur, et je l'ai encore, évidemment, ces peurs, elles sont là, de me retrouver sur fauteuil roulant, ce genre de choses. Là où certaines pratiques plus kinesthésiques n'auraient pas été possibles, la sophrologie et ma voix, je l'aurais toujours. Et c'est pour ça que je pourrais toujours accompagner les gens grâce à cet outil-là. Et c'est aussi en partie pour ça que j'ai choisi la sophrologie pour accompagner aujourd'hui. Voilà. Donc, comment ça se déroule une séance concrètement? Évidemment, chaque séance est différente. Vous êtes tous dans des cheminements et des parcours de soins qui sont différents et avec des problématiques différentes. Donc, l'idée, c'est de faire du sur-mesure. Il y a toujours ce premier temps d'échange. Comme le disait Christelle, moi, je travaille pas sur le pourquoi, mais plutôt sur le comment vous vous sentez aujourd'hui et comment vous avez envie de vous sentir en fin de séance. Et on travaille autour de ça. La sophrologie, il va y avoir des techniques de respiration, on va faire du relâchement corporel et ce qu'on appelle des techniques de visualisation aussi, en fonction du besoin. Il y a toujours un petit moment de retour. Où, justement, on voit comment vous vous sentez à la fin de la séance, les différences qu'il peut y avoir avec le début ou pas aussi. Parfois, la sophrologie, ce n'est pas toujours confortable. Il y en a qui limitent cette pratique à de la relaxation et je suis pas d'accord avec ça. Parfois, ça remue un peu, donc des fois, c'est un petit peu inconfortable. C'est pour aller vers de la libération, mais c'est pas toujours super agréable. Mais, euh, mais c'est pour évidemment se sentir plus léger après les séances. Donc, j'envoie les fiches de technique et les audios. Comme ça, vous pouvez le réécouter à la maison. Vous mettez des écouteurs, vous trouvez un temps pour intégrer cette nouvelle routine-là à votre rythme. Et le principe de répétition, mais Christelle vous en a parlé, mais c'est vraiment la clé pour ancrer les bienfaits de cette méthode dans la durée. La sophrologie, c'est une méthode qui date des années 60, hein, qui a fait un petit peu le même parcours que la kinésio. C'est un neuropsychiatre qui a inventé cette méthode-là, qui soignait des pathologies mentales très lourdes. Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, je mesure ce lien corps-esprit, parce que voilà, des fois, c'est difficile aussi à intégrer cette notion-là. Moi qui étais très dans l'esprit, aujourd'hui, je reviens à une conscience du corps grâce à cette méthode-là et ça m'a fait beaucoup de bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de la transmettre et d'accompagner. Voilà. On ne fait que transmettre. Le sophrologue est un pédagogue. Il transmet une méthode que chacun s'approprie en fonction de ses besoins. C'est un petit peu comme une trousse de secours avec tous ces petits audios là que vous avez et tout au long de votre vie, en fait, vous irez piocher l'audio qui vous a fait du bien à un moment donné pour que votre mémoire, elle fasse son petit chemin et elle vous ramène à vos sensations agréables au moment où vous l'aviez écouté la fois précédente. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ça? Non, Laure, moi, c'était parfait. Ouais, c'est clair. Bon. Oui, Alors oui. après, il y a quelqu'un? Non, non, c'est bon.
Évidemment, pour les aidants, hein, c'est très, très, très important de prendre soin de vous. Je l'ai dit tout à l'heure, j'accompagne mon papa qui a une hémiplégie totale gauche suite à un AVC. Ma maman aussi, elle est très présente, surtout elle. C'est l'aimant numéro 1, on dira. On est les petits aimants autour. Mais vraiment, c'est prendre le temps. Effectivement, on parlait, Christelle parlait de la culpabilité autour de prendre du temps pour soi. Mais je pense que c'est la clé et c'est voilà, l'élément le plus important pour vous aider à prendre soin de l'autre, à changer de casquette. Donc, c'est super de faire toutes ces actions pour la personne que vous accompagnez sur son chemin de vie. Mais il faut aussi vous concentrer sur le vôtre et prendre soin de votre énergie pour vous aussi. Pas juste pour ce rôle d'accompagnant, mais pour vous, pour votre propre vie. Voilà, donc ça serait le message que j'aimerais passer ce soir. C'est vraiment le prenez soin de vous. C'est pas juste une petite phrase comme ça, c'est vous êtes au centre, vous êtes la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Et en plus, si vous retrouvez, rechargez les batteries, reprenez un petit peu de hauteur, de distance sur les choses, retrouvez un sommeil de qualité, voilà, ça va évidemment rayonner sur l'entourage et les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, de fragilité. Voilà, ça va rayonner sur tout le reste. Mais pensez à vous d'abord. Voilà. Merci. Toujours pas de questions, non, ça va. Donc, je vous propose. Ah oui, Isabelle, pardon. Alors, plus qu'une question, c'est une remarque. Et moi, ce que j'ai vécu avec la maladie de mon mari, donc le glioblastome de Paolo, c'était tellement brutal. Et ben, c'est maintenant que je peux me dédier du temps et faire quelque chose. Mais je veux dire, la situation, c'est celle de la dame la personne qui a quitté la visio. C'est-à-dire que ça peut être comme ça. C'est-à-dire qu'elle avait pris ce moment pour visionner enfin, pour participer. Eh ben, il y a eu une urgence. Moi, j'entendais sa respiration et je comprenais qu'il y avait quelque chose de difficile pour elle à ce moment-là. Et en fait, un peu, ce que j'entends, je le comprends tout à fait. Et puis, à présent, j'y rentre mieux dans les soins, mais c'était un phénomène auquel on ne sait pas faire face, avec une très grande souffrance pour de la personne malade et puis la nôtre aussi. Et du coup, ce que vous dites, je l'entends un peu comme quelque chose de quand ça va mieux, quoi. Mais quand on est dans la tempête, dans l'obscurité, moi, Le problème, c'est que tous ces outils-là, on ne les apprend pas dès le début. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Dans les autres pays, les pays nordiques, par exemple, au Canada, tout ça, non, je ne suis pas d'accord. Dans les écoles, ils apprennent la sophrologie, par exemple. Okay. Et je trouve que c'est une méthode, justement, pour pouvoir l'intégrer, nous, quand on est dans des périodes de stress comme ça, même 5 minutes aux toilettes. Moi, à un moment donné, j'ai commencé comme ça. J'étais aidante, Oui. Ma mère, ça a duré 4 mois, ça a été un enfer aussi. Et comment j'ai fait? Ces petits temps, même si c'était 2 minutes, de savoir prendre juste 2 secondes pour respirer correctement, ça me permettait de quand même garder le sang-froid quand tu es vraiment dans une action de stress et devoir prendre te laisser, te mettre de côté toi, soit pour accompagner l'autre. C'est Alors, vraiment un exercice. Oui, ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. La sophrologie, c'est une chose qui pourrait et qui devrait être intégrée dans la sophrologie ou une autre méthode. Hein, ça. Voilà, ou d'autres méthodes aussi, je suis d'accord. Voilà. Ce que moi j'exprime, c'est autre chose. C'est que les ressources qu'on se fait, moi j'avais
un bagage, un stock de ressources quand mon mari, quand on nous a fait, quand on a eu le diagnostic de Paolo, eh bien, croyez-moi, j'avais un super bon bagage avec de la méditation, des formations bien faites et auxquelles j'avais vraiment adhéré et des pratiques, et ça m'a servi. Mais tout ça, ah ben, toutes ces ressources, bah, je les épuisais. C'est ça. Et j'étais stupéfaite. Donc, je me suis dit, heureusement que j'avais des ressources. Et oui. Mais, et là, comment je fais Mais dans cette après, tempête? ouais. Elles s'épuisent. Et moi, ça, c'est quelque chose, face au glioblastome, et je répète le mot, face au glioblastome, c'est là où ben, moi, j'étais soufflée par le phénomène. Ouais, oui, mais Et je fais partie des résilients, hein, me disent oui, oui, les mais psychologues. Voilà, c'est donc quoi? c'était ma participation, mais j'aime beaucoup ce que vous dites, et puis voilà, c'était, voilà, parce qu'on ne peut pas rester non plus dans un petit nuage, on est soufflé Non, non, non. par le Ben, bien phénomène. sûr, Voilà. et puis bon, ben, de toute façon, ces événements, on est obligé d'un côté de les traverser. On a toujours la colère, la tristesse, tout ça, on peut pas l'enlever aussi. Bon, c'est des émotions qu'on est obligé de vivre, c'est sur le chemin, c'est comment les vivre et avec Voilà, quels outils. Ouais, c'est sûr que voilà, mais je ne voulais pas discuter vos méthodes parce que j'y crois aussi, hein, oui, bien sûr, bien voilà, sûr. et j'y suis aussi, mais voilà, un peu sortir un peu de cette ambiance feutrée dans laquelle je me suis installée. Et en fait, moi, ça me remue quelque chose de le vécu du glio. Mais merci pour ce Merci, témoignage. excusez-moi. Ouais. Non, non, avec plaisir, au contraire, c'est bien de pouvoir échanger parce que peut-être il y en a, ils se sentent aussi comme ça, dans cette situation que vous décrivez. Et ça, c'est très important parce que ça, on le traverse, quoi. Quoi qu'il en soit, il y a des moments où on passe par là, hein. Enfin, on est dans ce Oui, nuage-là et enfin, je sais pas, je vous les autres. rejoins là. Ouais. Je vous rejoins sur le fait que chacun, en fait, à une étape différente. L'idée aussi, c'est moi j'aime bien le dire, la sophrologie ou toutes ces pratiques, on n'est pas dans le monde des bisounours, pas du tout, du tout, du tout. L'idée, c'est voilà, de revenir vraiment à la conscience du moment présent. Et pour mieux traverser ces tempêtes, quand je parlais de diminuer l'intensité des crises ou de la fréquence de la douleur, elle passe pas à zéro, hein, voilà, c'est juste essayer, voilà, que ce soit vivable, parce qu'on est vraiment sur ces notions-là. Après, je comprends que cette notion de prendre du temps pour moi en tant qu'aimant, en tant qu'accompagnant, ça se fasse. Des fois, c'est la nécessité du moment fait que c'est pas possible tout de suite, et ça sera peut-être dans 6 mois, dans un an. Donc oui, c'est vrai que mon message est plus préventif qu'autre chose, mais je mesure tout à fait que pendant la tempête, parce que c'est vraiment en termes d'image ça, c'est brutal. Et chacun, en fait, va l'intégrer, le digérer différemment, mais c'est vrai qu'il y a il y a- voilà, on se met de côté et parfois ça demande un petit peu de temps de retrouver du temps pour soi. Et c'était bien de le dire. C'était bien de partager ça aussi avec nous ce soir. Mais ouais, on n'est pas là en mode, on sait que si on est là tous ensemble, c'est qu'on sait que la vie, elle est compliquée. Voilà. Et pour finir avec ce petit témoignage, si vous n'avez pas d'autres questions, je voulais vous partager déjà le nom d'une application, l'application Respire Relax. C'est une application de cohérence cardiaque qui est gratuite et que je vous invite à télécharger, qui est top justement pour les 5 minutes dont tu parlais, Anne-Sophie, dans les toilettes. Elle est géniale. Vous allez régler en fait la durée. Il y a une petite musique que vous pouvez couper ou pas, et c'est le fait de suivre l'inspire et l'expire sur un certain rythme. Et en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, qu'on veut essayer de toucher du bout du doigt, vous allez gérer la durée et l'objectif. Donc, Respire Relax, c'est gratuit.
N'hésitez pas, ça plusieurs fois par jour, ça peut vous faire du bien. Vu qu'on est en fin de journée, j'aimerais qu'on fasse une petite technique pour relâcher les tensions de la journée. Ça se fait sur chaise. Vous pouvez le faire debout. C'est une technique qui s'appelle le pompage des épaules. Donc, ça va permettre à la fois de libérer les tensions physiques qui vont être plutôt au niveau des cervicales, au niveau du dessus des épaules, mais aussi les tensions émotionnelles de la journée, les contrariétés, les problématiques. Voilà. Donc, on va synchroniser notre respiration avec le mouvement. Donc, en sophrologie, mais vous le faites comme vous le souhaitez en fonction de vos capacités du soir, on va venir inspirer par le nez et souffler par la bouche. Voilà. Mais si vous avez le nez bouché, évidemment, vous vous adaptez, hein. Voilà. Donc, ça va être le dos droit, la tête dans l'axe, comme tenu par un fil. Si vous avez des douleurs au cervical, vous pouvez légèrement rétroverser le menton. Et je vous le montre une fois et on va le faire 3 fois tous ensemble. À l'inspire, donc je vais inspirer, je vais monter les épaules aux oreilles, je vais faire une rétention du souffle et je vais pomper. Voilà. Et après, j'expire. Vraiment le soupir. OK? On va le faire 3 fois les yeux fermés, chacune. Essayez de visualiser un petit peu les contrariétés, les problématiques, les émotions dont vous voulez vous défaire ce soir, les tensions aussi. Profonde inspiration. Je ferme les poings, les épaules aux oreilles. Je pompe. Rétention du souffle et je souffle. Ok, toujours les yeux fermés. Essayez de voir comment vous vous sentez. Et on repart. Inspire, j'attrape les poings fermés, épaules aux oreilles. Rétention du souffle à poumon plein. J'expire. Une dernière fois. Inspiration, contraction des poings, rétention du souffle. Je pompe. Et vraiment, à l'expire, essayez de visualiser que vous relâchez toutes ces tensions. Et tranquillement, toujours les yeux fermés, je prends un petit temps pour voir comment est-ce que je me sens. Est-ce que je peux sentir des petits signes corporels, des picotements? Est-ce que je peux sentir mes épaules qui se sont abaissées peut-être? Et tranquillement, je peux réouvrir les yeux, reprendre conscience de la pièce, des objets, des personnes, même en visio. Voilà, donc ça, c'est une petite technique toute simple qui peut avoir une double utilité. Le matin, elle va être plutôt dynamisante. Voilà, j'ai une sacrée journée à vivre demain, donc je vais venir chercher plutôt le côté énergie, la force. Je vais, comme si je venais en pompant me remplir de ce dont j'ai besoin, ou si j'ai besoin de calme, ça sera le calme. Et en fin de journée, ça sera vraiment pour relâcher toutes les tensions de la journée. Je vous l'ai dit, à la fois physique, à la fois émotionnelle, à la fois mentale. Donc, ça fait un petit peu son sas de décompression. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça va éviter peut-être d'accumuler certaines des ruminations, des petites douleurs aussi au niveau cervical. Voilà, en fonction des journées qu'on peut vivre, ça va vous faire du bien et ça va vous faire du bien très vite si vous le faites une fois par jour pendant une semaine. Je suis certaine que vous ressentirez des effets agréables qui vous permettront en tout cas de ressentir peut-être un peu plus de légèreté ou en tout cas de venir apporter ce dont vous avez besoin, que ce soit la confiance, le calme, l'énergie. Voilà, chacun va y mettre ce qu'il veut. Donc la sophrologie, en tout cas, c'est ça, c'est vous donner tout un petit tas de techniques à reproduire dans votre quotidien et que vous puissiez aussi transmettre à votre tour. Je suis aussi secouriste en santé mentale. L'idée, c'est de pouvoir venir aider et donner des outils aux personnes qui sont en souffrance. Par exemple, quelqu'un qui fait une crise de panique dans la rue,
vous-même en tant qu'accompagnant et en tant que citoyen, si vous avez des petits outils comme ça, ben, ça peut venir aider la personne. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est toujours focus sur son entourage, mais en tant que citoyen aussi, on peut être amené à agir sur des situations comme ça. Donc voilà, c'était juste une petite technique pour vous pour ce soir, euh, après tous ces témoignages, et j'espère qu'elle vous aura fait un petit peu de bien. Merci, Je vous donne la Laure. parole aux Merci beaucoup. Le micro. On ne t'entend pas, Cynthia, parce que tu n'as pas ton micro ouvert. Voilà. Non, tu n'as pas le micro. Je te laisse la main, alors je sais pas, ça me le coupe Non, automatiquement. ça y est, ça marche. C'est bon, ça C'est marche bon? maintenant. Ouais, ouais. Bon, on va voir. Ok. Donc, on remercie tous les thérapeutes qui ont participé avec nous ce soir, qui font partie de la Maison Magenta. Et justement, pour les patients et les aidants, pour leur amener un cadre sécurisant, on a créé une plateforme communautaire qui s'appelle Circle, où on peut retrouver donc les thérapeutes, les patients, les aidants, et à l'intérieur, il y a des groupes de parole. On crée également des webinaires sur des thématiques bien spécifiques. On a également des ateliers collectifs en visio, et vous pouvez aussi retrouver un annuaire de thérapeutes euh, qui sont labellisés. Voilà. Le but, c'est de rassembler patients, aidants, thérapeutes certifiés. Il y a aussi des soignants qui peuvent y être, des associations, etc. Et de créer vraiment un pôle où vraiment il y a de l'échange, de la bienveillance, des groupes de parole, des outils, des petits webinaires sur des sujets qui sont essentiels aujourd'hui. Vraiment, vous pouvez vous mettre en relation avec un thérapeute en spécialité. Par exemple, vous cherchez un sophrologue, vous pouvez le rechercher dans cet annuaire. C'est vraiment tout l'annuaire Maison Magenta que nous avons regroupé sur cette plateforme pour pouvoir créer du lien et des ponts entre chacun. Voilà. Donc, on l'a redessiné un peu comme ça, voilà, pour que vraiment vous puissiez visualiser, voilà, c'est vous, voilà, vous êtes au centre, vous avez un petit espace à vous et qui vous pouvez retrouver autour, qui puisse répondre à l'aide que vous recherchez ou un soutien ou quelqu'un qui a le même vécu que vous, qui vous voulez changer, voilà. C'est des petites séances guidées offertes aussi qu'il y a dessus, notamment en sophro, par exemple, ou des ateliers de répit de Christelle, voilà. Vous pouvez les retrouver aussi ici. Euh, Voilà, donc les aidants, oui, forcément, hein, on est revenu beaucoup dessus, mais voilà, c'est prendre du temps pour soi quand vous avez du temps. Si jamais vous en avez pas, eh bien, il y a des petits exercices qui permettent d'en avoir. Les visios aussi que je trouve très bien parce que finalement, vous pouvez être au chevet de la personne que vous êtes en train d'aider et en même temps faire une séance où vous êtes à côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Donc, je trouve bien le fait d'avoir des séances en visio aussi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander, hein. Nous sommes en Voilà, libre-échange ici. justement, le temps Estelle? d'échange, si vous avez des questions. Moi, je voulais savoir un petit peu au niveau pratico-pratique, au niveau financier, comment ça se passe, un petit peu, enfin, voilà, juste un petit peu cet aspect aussi. Oui, tu veux Anne-Sophie, répondre? tu veux que je réponde, c'est ça? Oui. Donc, en fait, cette plateforme Circle,
Vous pouvez adhérer à n'importe quel moment et si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez aussi vous désinscrire très facilement. L'adhésion pour un patient, on est sur 10 € par mois pour avoir accès donc à ce qu'on disait, des groupes de parole, un annuaire de thérapeutes certifiés, des webinaires offerts. Et vraiment pour créer un élan, un mouvement en santé intégrative pour, pour donner une solution autre que médicamenteuse tout en restant complémentaire des traitements médicaux. Bien sûr, en sachant Donc, que... concrètement, Oui, vas-y. non, décalé. Concrètement, en fait, on envoie un lien et vous pouvez vous inscrire, vous créez un profil sur la plateforme et ensuite vous avez des notifications régulières dès qu'un événement a lieu et vous pouvez choisir si vous vous inscrivez ou pas, par exemple, à un atelier collectif de sophrologie. Ok. Et si c'est plutôt de l'individuel, du coup, par le biais de l'art-thérapie? Est-ce que ça répond à la question ou pas, Estelle? Alors, si c'est de l'individuel, à ce moment-là, le thérapeute et le Oui, patient pour peuvent le... prendre rendez-vous de leur côté, comme ils le souhaitent. Sachant qu'ils sont rassurés en passant par cet annuaire, ils ont la Ok. Et donc, certitude que le thérapeute a été validé par Maison Magenta. ok. Et donc, le tarif est donné avant? Enfin, comment ça se passe au niveau... Il y a des mutuelles qui prennent en charge? Alors là, c'est une séance classique, c'est-à-dire que le patient va se mettre en relation avec le thérapeute va appliquer ses tarifs, et en fonction de la mutuelle du patient ou de l'aidant, il verra s'il a droit à un forfait pour se faire rembourser sa séance. Ok, merci. Merci beaucoup. Céline, Céline a une question? Oui. Oui, j'ai une question. L'annuaire, là, c'est au niveau national. On trouve des professionnels dans notre département, du coup? Oui, tout à fait. Alors effectivement, comme on disait en début de session, on a beaucoup développé toute la partie Occitanie, puisque forcément on est présente sur place, mais on commence à avoir des thérapeutes un peu partout en France. Et ensuite, on a mis en place le système de visio pour pouvoir bénéficier de ces thérapeutes qui ne sont pas forcément sur place. Très bien. OK. Après, n'hésitez pas à nous contacter si vous recherchez quelque chose de spécial. Vous avez déjà une idée en tête, on peut aussi vous aider. D'accord. C'est possible. Voilà. Je pensais à quelque chose là, c'est parce que j'ai mon mari qui, depuis le début du diagnostic, a une hypoesthésie de tous les mi-corps gauche. Donc, du coup, je ne sais pas si la kinésiologie est indiquée. Enfin, après, il a des séances de kiné toutes les semaines, hein, et un peu de sport adapté, mais voilà, il est de plus en plus fatigué. Et, du coup, je ne sais pas, est-ce que la kinésiologie lui serait profitable? Alors ça, c'est sûr que chaque thérapeute peut vous répondre parce qu'il est expert dans sa spécialité. Et comme là, on a Magali, on va la laisser répondre. Oui, alors la kinésiologie, effectivement, peut venir quand il y a des blocages au niveau du corps, venir les dénouer, en fait. S'il y a l'émotionnel, en fait, qui est lié à ce blocage ou à une douleur qui peut être présente au niveau du corps. Pour vous donner un exemple qui est hors du contexte, donc je disais tout à l'heure, j'ai la réflexologie aussi crânio-sacrée, donc là on est sur un toucher au niveau du corps. J'ai une personne qui était arrivée en séance avec une douleur au niveau de son pied gauche, qu'elle avait depuis des années, elle portait des semelles. Moi, quand elle a été arrivée au cabinet, elle boitait un petit peu. Au final, on a fait cette séance qui n'est pas forcément sur du temps de parole, mais vraiment sur un temps pour soi. J'ai juste eu des informations au niveau de son corps où on est allé sur une thématique par rapport à ses enfants et voilà ce qu'elle avait pu traverser. Cette dame, je l'ai eue 2 semaines après au téléphone et sa douleur au pied avait disparu.
Donc, il y avait un lien, enfin, sans doute, parce que je ne suis pas non plus, je peux pas avoir d'affirmation, mais potentiellement, il y avait un lien entre la douleur qu'elle avait sous son pied et l'émotion qu'elle a pu faire ressortir pendant la séance. Oui, je voudrais je voudrais rebondir sur ce que vous dites là, parce que du coup, mon mari, émotionnellement, c'est très compliqué depuis le début. Et la semaine dernière, la vendredi, il s'est fait un claquage musculaire, mais spontané en voulant s'habiller. Et du coup, ça l'a fait chuter. Et, voilà, donc, et, euh, et je pense qu'au niveau corporel, oui, je ne sais pas trop vers qui me tourner enfin, pour, euh, pour qu'il soit plus confortable, en fait. Mm. Oui, oui. Voilà. Et après, ben, c'est toujours... on ne se rend pas compte de la place des émotions que ça peut prendre dans le corps, en fait. Après, c'est sûr que la tumeur, ça a aussi un impact et neurologique, mais aussi physique, ça c'est sûr. Mais on peut aussi éliminer de par les émotions. Moi, je dis, il faut tester des choses parce que des fois, ça peut répondre à la problématique ou ne pas répondre s'il y a autre chose. Mais je veux dire, il faut pas rester bloqué dans son coin à se dire, bon, ben, euh, sans solution. Peut-être que la kiné va réagir sur sa motricité, etc. Mais pourquoi pas essayer une autre technique? Moi, je trouve que c'est bien de tout essayer et de travailler avec son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental. C'est-à-dire que ces trois axes sont très importants. Il ne faut pas les négliger, quoi. Le corps humain, il est fait de ces trois axes-là. Donc, il faut les prendre en considération. D'accord, très bien, merci. Voilà. Agnès, tu voulais dire quelque chose? Anne-Lise, Oui, ça fait... je voulais intervenir sur le fait qu'effectivement, l'art-thérapie pourrait aider à ce niveau-là, au niveau de la reconnexion à son corps, à toutes les parties, à qui je suis et le rapport au monde, parce que la peau, c'est le rapport au monde et que je vis souvent comme une agression et la peau arrête de ressentir parce qu'elle se coupe en fait. C'est une forme de, comme tu disais Anne-Sophie, c'est une façon de se couper de ces Se sensations, protéger aussi. de se protéger, tout à fait. Oui, oui, donc... Oui, je voulais aussi apporter un élément de réponse, notamment aussi par la psychomotricité, qui est très axée aussi justement sur la conscience du corps, sur le schéma corporel, c'est-à-dire de savoir un petit peu comment s'orientent les membres dans l'espace et la conscience de nos membres dans l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plus tout ce qui est d'ordre de sensibilité profonde, mais des fois, il peut y avoir aussi un biais cognitif à ce niveau-là. Et puis, vous parliez aussi donc des troubles de la sensibilité superficielle, voilà, avec l'hypoesthésie ou d'autres troubles. Donc voilà, c'est en tout cas tout ce qui est en lien avec la conscience du corps, la conscience des mouvements dans l'espace et de manière aussi voilà, d'orienter ça, tout ce qui est vers le contexte émotionnel et psychisme. Il y a aussi le métier de psychomotricienne, qui sont très axés là-dessus aussi. Donc voilà. Donc il y en a en libéral, c'est beaucoup pour les enfants, comme les ergothérapeutes d'ailleurs, c'est souvent pour les enfants. Mais c'est tout à fait, c'est tout à fait aussi adapté aux adultes, hein. Voilà. Si ça peut vous donner des pistes. Exactement, oui, oui, il ne faut pas hésiter à poser des questions quand on ne sait pas, parce que des fois, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de thérapies qui peuvent répondre à des solutions. Donc, voilà, il faut aussi essayer plusieurs méthodes. Et celles qui nous parlent aussi, ou celles qui parlent aussi à son mari, sa femme, ses enfants, voilà, dépend qui on accompagne.
Donc, merci beaucoup. Je vois qu'on a dépassé le temps de 30 minutes. Estelle est en train de... Donc, voilà, je voulais vous remercier de votre écoute. Voilà, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez surtout pas à nous demander. On est comme tout le monde, il n'y a pas de problème. On vous enverra à la suite de ce webinaire tout ce qui s'est dit aujourd'hui, les fiches mémo de chaque thérapie qui ont été présentées ce soir. On vous enverra de par l'adresse, enfin c'est Estelle qui vous fera parvenir tout ça, je pense, Estelle. Voilà, je veux un petit mail récapitulatif avec les contacts. Et pas ce soir, mais peut-être fin de semaine, on vous enverra le replay qui sera disponible pour que vous puissiez le transmettre à chaque participant aujourd'hui et ceux qui ont dû quitter la salle visio du jour. Et s'il y en a d'autres de vos adhérents chez vous qui en ont besoin aussi, avec plaisir. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose. C'est vrai que Magali a parlé de la lecture avant, qui avait aussi des bienfaits. Et on a sur le site, du coup, nous, créé un petit répertoire avec différents livres. Il y a le livre de la présidente Laetitia, qui a écrit un livre sur son histoire personnelle. Il y a le livre d'Émilie, qui est aussi dans l'association. Enfin, il y a plusieurs livres aussi, un petit peu. Il y a même un petit court-métrage. Donc voilà, ça peut être aussi un peu une certaine ressource. Donc voilà. En tout cas, je remercie grandement Anne-Sophie, Cynthia, on avait Laure, Agnès, Magali, Christelle. Donc voilà, merci à tout le monde. Et du coup, comme a dit Anne-Sophie, on diffusera les infos pour que vous puissiez reprendre tout ça à tête reposée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à l'association pour ce que vous faites. Merci Super. à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.